Merci pour cette question. Alors en effet, la gestion des attentats du 13 novembre 2015 s'inscrit parfaitement dans la généalogie du recours à l'exception et à la justice d'exception en France. Ce que l'on voit, c'est que les états d'exception, comme l'état d'urgence, qui est un état d'exception, sont toujours instaurés dans des situations de guerre, des situations de crise, des situations de post-conflit ou suite à des événements meurtriers ou critiques. Et l'année 2015 est à ce titre tout à fait exemplaire, puisque après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher ont conduit à l'adoption de la législation sur le renseignement, quand les attentats de novembre 2015 ont conduit à la proclamation de l'état d'urgence, à sa prolongation, mais aussi et surtout à la modification de la loi relative à l'état d'urgence d'avril 1955 dans une version aggravée, comme le montrent les perquisitions administratives sans contrôle judiciaire ou la facilitation des assignations à résidence. En réalité, dans ces contextes de crise, de guerre ou de moments critiques, les gouvernements tendent à concentrer l'ensemble des pouvoirs, mais aussi et surtout à multiplier les mesures dites exceptionnelles et non d'exception, parce qu'il y a un enjeu très fort à dire justement que ce ne sont pas des mesures d'exception, donc les gouvernants vont toujours dire qu'il s'agit de mesures exceptionnelles. Ces mesures exceptionnelles sont prises pour éradiquer les dangers qui pèsent sur l'État, sur la République ou sur la communauté nationale. Et quand on travaille sur la justice d'exception, sur la Ve République, mais même au-delà, on voit très bien que les arguments utilisés par les présidents de la République et par les membres du gouvernement pour justifier, pour légitimer ces mesures d'exception sont toujours les mêmes. On va d'abord insister sur l'identification d'un péril ou d'une menace extrêmement grave pour l'ordre public. Et donc au départ, on va toujours cibler un ennemi intérieur tout à fait spécifique et précis. Or, on voit très bien que cet ennemi intérieur, progressivement, sa définition, ses contours deviennent de plus en plus flous, de plus en plus incertains et de plus en plus indéfinis. Et donc, progressivement, on y reviendra sans doute, on voit très bien que les mesures d'exception ciblent progressivement des individus de plus en plus variés et de plus en plus divers. Avec ceci de spécifique aussi, en ce qui concerne l'ennemi intérieur, qu'on va toujours insister sur la nouveauté de ces crimes et de ces délits, la nouveauté de ces violences. Pourquoi ? Parce que insister sur la nouveauté d'une violence, la nouveauté d'une forme de terrorisme, c'est pouvoir justifier et légitimer de nouvelles atteintes à l'état de droit et de nouvelles dérogations au droit commun. Il y a également dans les états d'exception, dans la volonté d'instaurer des états d'exception, la mise en avant de l'urgence à agir. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on va toujours insister sur la rapidité avec laquelle il faut réagir avec des événements, quitte à reconstruire, à recréer des situations d'urgence ou des situations de guerre. Et là, je prends un exemple récent. Notre Premier ministre Manuel Valls a déclaré très récemment que nous étions en paix et en guerre. Cette citation, elle peut paraître totalement absurde ou bizarre, mais en réalité, elle a un sens. C'est-à-dire qu'il s'agit de dire que nous sommes en paix, puisqu'effectivement, il n'y a pas d'état de guerre sur le sol français, mais d'insister sur le fait que nous sommes en guerre pour recréer une situation d'urgence et donc pour légitimer l'état d'exception. Cette insistance sur l'urgence à agir, elle conduit surtout à l'adoption très rapide de législations très répressives. Quitte pour le gouvernement, et ça c'est aussi lié à la Ve République, j'en viens à votre question sur les institutions, quitte pour le gouvernement à utiliser l'article 45 de la Constitution, qui permet en réalité d'écourter les débats à la représentation nationale, au Parlement et au Sénat, et qui permet donc d'étouffer les résistances et les mobilisations citoyennes. Donc l'urgence à agir est tout à fait typique de cette gestion des événements critiques par les gouvernements. Autre argument très important, celui de l'incapacité du droit commun à faire face aux violences radicales et donc au terrorisme. C'est-à-dire que les gouvernants vont insister sur le fait que notre appareil judiciaire, notre appareil répressif n'est pas du tout adapté et n'est pas du tout capable de faire face et de lutter contre le terrorisme. Je précise tout de suite que
Cette insistance-là, c'est un argument typique d'extrême droite et de droite. La gauche a toujours, jusqu'à, on peut dire, le milieu des années 90, ou au début des années 2000, la gauche a toujours défendu le principe du droit commun contre le droit d'exception et contre les régimes d'exception. C'est la raison pour laquelle, et j'en viens à une question de tout à l'heure, les députés socialistes et communistes se sont fortement opposés à l'état d'urgence en 1955. Il faut quand même rappeler qu'en 1955, ce sont 230 députés communistes et socialistes qui se sont opposés à la proclamation de l'état d'urgence. En 2015, ils étaient 6. Donc, opposition à l'état d'urgence en 1955, opposition à toutes les dispositions d'exception, et en particulier aux juridictions d'exception, comme la Cour de sûreté de l'État dont je vais reparler, opposition à la loi anti-casseurs, opposition à la loi sécurité et liberté, etc. C'est-à-dire toujours privilégier le droit commun, le droit ordinaire, privilégier l'égalité de toutes et de tous devant la loi et la justice. Et la gauche a toujours défendu, a toujours refusé l'instauration de régimes d'exception, c'est-à-dire de régimes répressifs aggravés qui vont séparer la population en deux, les citoyens qu'il faut protéger, ou tout au moins qui ont le droit d'être jugés par les procédures de droit commun et par des tribunaux de droit commun, et puis les autres, les ennemis intérieurs, les suspects, les coupables, qui vont être mis dans un état d'infériorité juridique ou, pour reprendre une expression de Michel Foucault, mis dans un état de moindre droit. Donc la gauche a toujours défendu le principe du droit commun contre les régimes d'exception. Or, aujourd'hui, on voit que la thèse de l'inefficacité du droit commun à faire face au terrorisme est partagée par la quasi-totalité de la classe politique. Cela a à voir avec la radicalisation de la logique sécuritaire et le fait que l'ensemble des professionnels de la politique se sont emparés du thème de la sécurité et ont fait de cette sécurité une priorité nationale, mais ça a aussi à voir avec la multiplication des attentats, notamment les attentats du 11 septembre 2001, qui ont conduit à un consensus autour de l'inefficacité du droit commun. Dernier argument, toujours typique dans cette histoire de la justice d'exception, pour justifier des mesures dites exceptionnelles, la référence à une finalité supérieure, c'est-à-dire un but suprême à atteindre. Ça peut être la sauvegarde des institutions étatiques, de l'État, de son personnel, de ses biens, de ses institutions. Ça peut être la protection des citoyennes et des citoyens, qui est évidemment le plus souvent mis en avant, mais ça peut être aussi d'autres choses, comme la protection de nos libertés. Je rappelle que, je le cite toujours, mais le 1er décembre 2015, Manuel Valls a déclaré que la proclamation de l'état d'urgence et l'état d'urgence était là pour protéger nos libertés. Dans cette histoire du recours à la justice d'exception, si on fait un petit peu la généalogie de cette justice d'exception, de ces mesures d'exception, il me semble que la guerre d'Algérie, elle est centrale. Elle est centrale et c'est la raison pour laquelle j'ai considéré qu'elle constituait une véritable matrice des usages de l'exception. Pourquoi véritable matrice des usages de l'exception ? Parce qu'elle s'est caractérisée par la multiplication des mesures, des législations et des dispositifs policiers, militaires, administratifs, judiciaires, totalement dérogatoires au droit commun, mais autorisés ou couverts au plus haut sommet de l'État. C'est la proclamation de l'état d'urgence en avril 1955, c'est l'octroi des pouvoirs spéciaux au gouvernement de Guy Mollet, c'est l'application et l'utilisation de l'article 16 par le général de Gaulle, c'est-à-dire les pleins pouvoirs, mais aussi plus concrètement toute une série de pratiques tout à fait dérogatoires au droit commun, voire meurtrières, comme les tortures, les détentions arbitraires, les assignations à résidence et les internements administratifs, et la multiplication des juridictions d'exception, c'est-à-dire le jugement de civils, d'activistes, par des juridictions politico-militaires. Et pendant la guerre d'Algérie, il y a une multiplication des juridictions d'exception. Ces juridictions d'exception, elles sont tout à fait classiques dans notre histoire judiciaire française.
On peut remonter au tribunal révolutionnaire de 1793 sous la Révolution, mais on pourrait citer aussi la Seconde Restauration, le Consulat et l'Empire, Vichy, qui a multiplié les juridictions d'exception, la Libération aussi, au moment de l'épuration, et puis la guerre d'Algérie. Je vous cite très brièvement, mais c'est important, je crois, de voir combien elles se multiplient, la liste des juridictions d'exception créées pendant la guerre d'Algérie. Les tribunaux permanents des forces armées, qui en réalité ont été créés en 1953, mais qui, par la loi d'état d'urgence de 1955, deviennent compétents en matière d'atteinte à la sûreté de l'État, c'est-à-dire en matière de crimes et de délits politiques. Et les tribunaux permanents des forces armées, les TPFA, vont être utilisés pour éradiquer le FLN, donc le Front de Libération Nationale, mais aussi tout soutien au FLN et à la revendication de l'indépendance de l'Algérie. On peut penser aux porteurs de valises en métropole qui ont été jugés et réprimés par les TPFA. Donc, tribunal permanent des forces armées, mais aussi au tribunal militaire, tribunal spécial, cour martiale d'Oran et d'Alger, tribunal de l'ordre public, cour militaire de justice et enfin cour de sûreté de l'État. Autrement dit, on voit très bien comment dans des contextes de crise, de situations critiques, on va multiplier des dispositifs d'exception tout à fait dérogatoires au droit commun. Et effectivement, la Cour de sûreté de l'État, c'est pour ça que j'ai travaillé sur cette institution répressive-là particulièrement, elle me semble tout à fait importante dans notre histoire judiciaire française et dans cette histoire, dans cette généalogie de l'exception. Comme toutes les autres juridictions d'exception qui ont été instaurées dans le passé, c'est une juridiction qui a été créée en 1963 et qui est soumise au pouvoir politique. C'est-à-dire, il s'agit pour le pouvoir central de contourner le pouvoir judiciaire, de s'accaparer le pouvoir judiciaire en choisissant les juges qui vont y siéger. C'est-à-dire soit des juges de l'ordre judiciaire mais qui sont choisis, que connaît personnellement le général de Gaulle, soit des militaires de carrière proches du pouvoir. Et donc cette juridiction d'exception, comme tout régime d'exception, va isoler une catégorie de la population, les ennemis intérieurs, pour réserver à cette partie de la population un traitement tout à fait radical et spécifique. Je cite quelques-unes de ces dispositions parce qu'elles ont été réactualisées d'une manière ou d'une autre dans l'antiterrorisme. La garde à vue prolongée, par exemple, avec la Cour de sûreté de l'État, en cas d'urgence, on pouvait garder à vue quelqu'un pendant 15 jours. Donc 15 jours de garde à vue. Des détentions de longue durée, la possibilité d'être arrêté de nuit, alors que le droit commun exclut les arrestations de nuit, la possibilité d'avoir été arrêté sur dénonciation d'un repenti. Alors le terme est totalement anachronique dans le cas de la Cour de sûreté de l'État, mais quand on regarde les archives, on voit très bien qu'il y a l'utilisation de repenti, notamment contre l'extrême gauche. Le jugement par des militaires de carrière, ou je l'ai dit, par des juges qui sont choisis directement par le chef de l'État ou le garde des Sceaux, mais aussi toute une série de mesures a priori de droit commun, mais qui en fait visent à renforcer la répression politique, comme les examens psychiatriques de militants, sur lesquels j'ai particulièrement insisté, parce qu'il me semble tout à fait caractéristique de cette volonté de pathologiser le militantisme et de le dépolitiser. Et ces mesures-là, que je viens de citer, ont été appliquées à tous les ennemis intérieurs du général de Gaulle, puis des chefs de l'État successifs, l'OAS, les militantes de 1968, les maoïstes de la gauche prolétarienne, les indépendantistes corses et bretons, et enfin Action Directe. Donc c'est une juridiction tout à fait classique en apparence, qui est totalement dérogatoire au droit commun, qui impose une procédure relativement expéditive, avec une composition de chambre, là encore, tout à fait spécifique, et puis des modalités de jugement dérogatoires. Mais il me semble, et ça en vient à l'actualité, que sa véritable spécificité à cette Cour de sûreté de l'État, elle n'est pas là. Elle se situe dans les conditions de sa création. Puisque contrairement à toutes les juridictions d'exception passées, cette juridiction-là n'a pas été créée par le chef de l'État ou par l'exécutif. Elle a été créée par 2 lois votées par la représentation nationale en janvier 1963. Qu'est-ce que ça a permis en réalité de créer une juridiction d'exception par la représentation nationale? Eh bien, en réalité, cela a permis de la rendre permanente, c'est-à-dire de la faire durer dans le temps
et elle a duré sous 3 présidences, 13 gouvernements, c'est-à-dire pendant 18 ans. Alors que normalement, les juridictions d'exception durent quelques mois. Et donc, en réalité, le recours au Parlement a favorisé l'institutionnalisation de la justice d'exception, c'est-à-dire sa pérennisation. Et ce qui m'intéresse aussi, et ce qui nous intéresse, je crois, pour le propos, c'est qu'elle montre, cette Cour de sûreté de l'État, comment, sous la Ve République, le Parlement est utilisé comme un relais du pouvoir exécutif pour pérenniser des dispositions dites exceptionnelles. Et ce recours au Parlement, il a un très faible coût pour l'exécutif, pour le président de la République, pour le gouvernement. Pourquoi ? Et là, on en revient à la Ve République. Parce que la Ve République se caractérise par ce qu'on appelle le parlementarisme rationalisé, avec l'émergence du fait majoritaire, c'est-à-dire en réalité la capacité du gouvernement à disposer d'une large majorité à l'Assemblée nationale. Et ce fait majoritaire, il explique en réalité pourquoi les législations d'exception, les mesures d'exception sont aujourd'hui votées principalement par le Parlement et par la représentation nationale. Un chef d'État, un gouvernement peut faire rentrer dans le droit et la loi des législations tout à fait répressives parce qu'il dispose, par le biais de la Ve République, une large majorité à l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas un hasard non plus, à mon avis, si l'antiterrorisme, qui s'est construit sur un héritage direct de la Cour de sûreté de l'État, s'est construit par la multiplication des législations votées par la représentation nationale. Il ne faut pas oublier que depuis la première législation antiterroriste, c'est-à-dire 1986, au moment où il y a une vague d'attentats sur le territoire, on va réactualiser à ce moment-là tout un ensemble de dispositifs d'exception qui étaient inhérents à la Cour de sûreté de l'État. Par exemple, c'est la première fois qu'on va inscrire le mot terrorisme dans le code pénal. On va créer une juridiction dont vous avez parlé d'exception, qui est la cour d'assises spécialement composée. On va recréer des magistrats spécialisés dans les violences radicales. Ce sont les juges d'instruction antiterroristes. On va réinstaurer des principes de spécialisation et de centralisation policière et judiciaire en matière de lutte antiterroriste. Donc l'antiterrorisme qui s'est construit sur un héritage direct de la Cour de sûreté de l'État et plus loin encore sur la guerre d'Algérie, il ne faut pas oublier cet héritage colonial de l'antiterrorisme. Cet antiterrorisme-là, il est né et il se renforce continuellement et de nos jours encore par une vingtaine de législations votées par nos députés et nos sénateurs. Autrement dit, et je finirai sur ce point-là, la proclamation de l'état d'urgence en novembre 2015, quelques heures seulement après les attentats, la modification dans une version aggravée de la législation relative à l'état d'urgence de 1955, le projet de constitutionnaliser l'état d'urgence, le projet de constitutionnaliser la déchéance de nationalité des binationaux. Et là, j'ouvre une toute petite parenthèse pour dire que cette possibilité de déchoir la nationalité des binationaux existe déjà dans le droit pour ceux qui ont acquis la nationalité française. Ce qui me semble très important de dire, puisqu'il y a donc déjà une inégalité dans la loi aujourd'hui sur cette question de la déchéance de nationalité. En tout cas, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et de vivre depuis novembre 2015 est donc tout à fait caractéristique, selon moi, de cette tradition du recours à l'exception. Plus encore, cette surenchère répressive, elle confirme, et on en vient à nos institutions, et à nos gouvernements, elle confirme l'incapacité des autorités, des gouvernants à faire face aux violences radicales et au terrorisme autrement que par l'adoption de dispositions qui sont liberticides, attentatoires aux libertés publiques et aux garanties fondamentales. Et de manière plus générale, il me semble que ce qui est en train de se passer éclaire tout à fait deux mécanismes de défense des régimes démocratiques face aux violences radicales et au terrorisme. Premièrement, la légalisation de mesures d'exception, c'est-à-dire leur inscription dans la loi et dans le droit pour les rendre permanentes, pour les faire durer dans le temps, alors qu'on ne sait pas ce que ces dispositions vont devenir. Et deuxièmement, et peut-être plus grave encore,
la mise en place de régimes répressifs aggravés qui ne cessent d'accroître les pouvoirs de l'administration, des services de renseignement et des services policiers au détriment de la justice. La première dérive, je l'ai déjà dit, c'est celle de leur légalisation et de leur institutionnalisation, c'est-à-dire le fait de les rendre permanentes, réutilisables ultérieurement. Ça, c'est extrêmement grave. La seconde, qui est bien sûr liée à la première, qui en découle en réalité, tient à l'élargissement progressif des cibles de ces dispositions. C'est-à-dire qu'il y a une extension progressive et inéluctable des cibles de ces dispositions, des cibles des textes de loi, d'exception ou des textes de loi répressifs. Ce qu'on voit très bien quand on regarde le recours à l'exception, même sous la 4e République, mais plus encore sous la 5e République, de l'arrivée du général de Gaulle aux toutes récentes législations antiterroristes, et même ce qui s'est passé sous l'état d'urgence, je vais y revenir, c'est que les régimes répressifs aggravés ou les états d'exception ciblés touchent de plus en plus d'individus au profil, aux revendications et aux actions variées et différentes. Cette extension du champ d'application des mesures d'exception, il y a bien un champ d'application qui s'élargit petit à petit, on élargit le filet pour toucher de plus en plus d'individus. Cette extension du champ d'application, elle est due à deux mécanismes liés à l'utilisation de l'exception sous la 5e République. Le premier, je l'ai déjà dit, c'est la légalisation de ces mesures, leur inscription dans le droit et la loi qui fait qu'elles peuvent être réutilisées dans 5 ans, dans 7 ans, dans 10 ans, dans un contexte qu'on ne connaît pas, par des gouvernements et des pouvoirs qu'on ne connaît pas et contre des cibles qu'on ne connaît pas. Mais c'est aussi, et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement attentif, et je crois que les juristes le sont en ce moment, c'est ce qui permet cette extension des cibles, et ce que vous disiez tout à l'heure, ce renversement même des logiques répressives, des logiques punitives, c'est les textes eux-mêmes et la manière dont ils sont rédigés. Ce qu'on voit quand on travaille, mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui, quand on travaille sur des législations d'exception ou sur des projets comme ça d'ancrer l'exception dans le droit, c'est que les termes sont toujours extrêmement flous, extrêmement vagues, extrêmement élastiques. Avec la loi d'état d'urgence nouvelle version, on peut dissoudre une organisation si les comportements de ses membres sont dangereux pour l'ordre public. On va punir, on va déchoir de la nationalité des gens qui ont commis les crimes les plus graves, nous dit Manuel Valls, les atteintes fondamentaux à la nation, c'est-à-dire une pléthore de crimes et de délits politiques qui sont multiples et pas du tout précisés. Donc effectivement, et c'est là, les textes et la manière dont ils sont rédigés permettent toutes sortes d'accommodements avec le droit, avec la loi, et en réalité permettent justement de toucher finalement des gens qui n'étaient absolument pas prévus au départ dans les textes de loi. Et là, j'en reviens toujours à mon exemple de la Cour de sûreté de l'État, qui est tout à fait exemplaire de ce point de vue. Comme vous l'avez dit, c'est une juridiction d'exception créée par le général de Gaulle officiellement pour juger les membres de l'OAS. Parce que tous les membres de l'OAS ne sont pas jugés. En réalité, ce que dit le général de Gaulle, c'est que ce n'est pas pour juger l'OAS qui est fichu. À l'époque, effectivement, où elle est créée, l'OAS est déjà déradicalisée, même s'il y a encore, évidemment, des gens qui sont armés et dangereux, mais il veut la créer par précaution nationale. C'est-à-dire pour réprimer un ennemi intérieur futur, une menace future. Et donc, ce que fait le général de Gaulle, c'est de créer une menace politique permanente. Et à quoi ça sert de créer une menace politique permanente? C'est de créer une légitime défense de l'État permanente. Et donc, des moyens pour assurer la défense de l'État qui doivent être permanents. C'est ce qu'on appelle la répression proactive. Il y a une répression préventive, prévenir quelque chose, prévenir des attentats. Il y a une répression donc préventive, réactive, c'est-à-dire on réagit tout de suite à des violences qui ont été commises, mais il y a aussi une répression proactive qui va redéfinir sans cesse ces cibles, ces coupables, ces suspects, ces individus dangereux pour pouvoir les criminaliser. Et c'est tout à fait ce qui se passe dans le cas de la Cour de sûreté de l'État, qui a donc été créée pour juger l'extrême droite, mais qui très vite
dès mai 68, finit par criminaliser les manifestants de mai 68, les maoïstes, les membres du FLB, Front de Libération de Bretagne, le FLNC, les Corses, mais aussi les Guadeloupéens et tout un tas de gens dits séparatistes qui vont être criminalisés alors que c'était au départ prévu pour l'extrême droite. Et je crois que c'est une grande réussite de la justice d'exception sous la Ve République de pouvoir finalement toucher des individus qui n'ont rien à voir avec les cibles initialement visées. D'autres mesures en apparence plus anodines, mais qui ont en réalité des effets extrêmement puissants sur le militantisme et sur l'activisme, sont aussi révélatrices de ce phénomène d'élargissement du filet pénal, du filet judiciaire, du filet juridictionnel dans lequel des ennemis publics peuvent être pris. Et là, je prends un exemple que je prends souvent, mais qui me semble tout à fait important, c'est celui de la dissolution des organisations. La dissolution des organisations, c'est une législation de 1936 qui a été votée pour dissoudre les ligues d'extrême droite. Or, en réalité, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que cette disposition prise contre l'extrême droite a ensuite été utilisée contre l'extrême gauche. 1939, dissolution du Parti communiste français. 1955, dissolution du Parti communiste algérien, ce qui a plongé ses membres dans la clandestinité avec les issues et les destins que l'on sait. 1968, dissolution d'une dizaine d'organisations gauchistes. 1970, dissolution de la gauche prolétarienne. 1973, dissolution de la Ligue communiste. Et enfin, toute une série de dissolutions qui touchent des organisations indépendantistes ou actions directes. Autrement dit, cette législation qui contrevient à la liberté d'association, à la liberté de manifestation, qui est donc consacrée par la loi de 1901, a été utilisée successivement contre l'extrême droite, puis contre l'extrême gauche. Et c'est cette disposition-là, j'insiste là-dessus parce que c'est cette disposition-là, très efficace, très radicale, parce qu'elle permet de transformer en quelques minutes des militants en criminels ou en délinquants, qui a été inscrit dans la loi de novembre 2015 relative à l'état d'urgence. Donc c'est une disposition qui n'a pas encore été utilisée, mais qu'il faudra surveiller. L'antiterrorisme, qui s'est construit, je l'ai rappelé, depuis le milieu des années 80, ne fait en réalité que poursuivre ce processus d'extension progressive des cibles policières, pénales. L'antiterrorisme, il se caractérise principalement par la volonté de prévenir et d'empêcher. Empêcher des attentats, prévenir des attentats. C'est ce que certains spécialistes ont appelé le tournant préventif de l'antiterrorisme. En vertu de ce tournant préventif, l'institution centrale, ce n'est pas la justice jugeante, ce n'est pas le moment du procès qui compte, mais ce qui va compter, c'est l'enquête, la surveillance, le fichage et l'instruction. C'est ce moment-là qui va compter dans l'antiterrorisme. Et en réalité, justement, la prévention des actes terroristes conduit à une criminalisation extrêmement large d'individus qui, souvent, n'ont rien à voir avec des réseaux terroristes ou djihadistes. Exemple, le délit d'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, qui a été instauré au milieu des années 90. Et en réalité, ce délit, il est tout à fait caractéristique de la manière dont on va étendre des cibles et en réalité étendre le nombre de personnes qui peuvent être considérées comme terroristes. Par exemple, au milieu des années 90, enfin à la fin des années 90, il y a un procès extrêmement connu qui s'appelle le procès Chalabi, qui va toucher des centaines d'individus, et des gens avaient été arrêtés sans aucun lien avec des réseaux d'acheminement au djihad, puisqu'il s'agissait bien de cela, et par exemple, des gens avaient été arrêtés parce qu'ils étaient sur un carnet d'adresses, d'autres parce qu'ils avaient vu des gens louches, d'autres parce qu'ils détenaient de la littérature dite islamiste, c'est-à-dire parce qu'ils avaient un Coran sur eux. Donc tout ça est tout à fait caractéristique de ce qu'on peut appeler l'institutionnalisation du soupçon, l'institutionnalisation surtout, je crois, de la présomption de culpabilité. L'antiterrorisme, ce n'est pas la présomption d'innocence, mais c'est l'institutionnalisation de la présomption de culpabilité.
Plus récemment, je prends l'exemple aussi de l'affaire Tarnac, où on voit très bien comment ce délit d'association de malfaiteurs et donc tout l'appareil répressif antiterroriste a été utilisé contre des militants et des activistes. Et en réalité, ce qu'on voit très bien, c'est comment l'antiterrorisme est détourné de ses fonctions officielles et premières pour en réalité éradiquer toute contestation radicale du monde social. Que dire aussi du délit d'apologie de terrorisme, qui est censé punir toute forme de soutien, même symbolique, alors financier, logistique, mais aussi symbolique, au terrorisme, qui a été massivement utilisé avec des peines extrêmement dures au lendemain des attentats contre Charlie Hebdo, donc en janvier 2015, et qui en réalité a touché des individus qui n'avaient aucun lien avec les réseaux terroristes ou djihadistes. Ce que vous avez évoqué aussi, c'est-à-dire ce qui se passe contre les mouvements sociaux aujourd'hui ou contre les militants aujourd'hui, et c'est ce qu'on a vu aussi avec l'assignation à résidence de militants écologistes pendant la COP 21, ça s'inscrit dans deux processus qui sont là encore tout à fait traditionnels, classiques et historiques. La première, c'est la criminalisation des militants. C'est tout à fait classique dans le cadre d'une répression politique qui veut faire de militants contestataires, donc d'opposants, des criminels ou des délinquants. Mais ce qui est un peu plus nouveau, c'est l'assimilation, il me semble, de militants à des terroristes. Là encore, c'est tout à fait vieux. Les anarchistes étaient déjà considérés et traités comme des terroristes au XIXe siècle. Donc cette assimilation, militantisme, terrorisme, elle est ancienne. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, cette assimilation-là, elle permet d'appliquer à des militants, à des activistes, des dispositions antiterroristes. C'est-à-dire des dispositions qui ont été votées par le Parlement et le Sénat pour prévenir des attentats, se retournent en réalité et peuvent se retourner en réalité contre des militants. Prétexte ou pas, je réponds à votre question, est-ce que c'est un prétexte ? Prétexte ou pas, l'histoire montre qu'en réalité, des dispositions d'exception qui sont inscrites dans le droit et la loi, c'est-à-dire qui sont votées par la représentation nationale, qui sont là pour durer, finissent toujours par toucher des individus qui n'ont rien à voir avec les cibles originellement et officiellement visées. Merci. Merci à vous.